Voilà, bonjour à tous. Donc ici, quel est l'objectif de cette formation? C'est d'informer principalement nos partenaires, donc les travailleurs des communes, des CPAS, des AIPL. Cette formation est aussi ouverte à tous. Et donc elle permet d'avoir une vue globale sur la compétence de la DIR en matière de contrôle de conformité des logements mis en location. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est d'abord une courte introduction sur la DIR, notre organisation et notre fonctionnement de base. Alors ensuite, Amandine qui va présenter avec moi, donc, Amandine de Canière qui est juriste et qui coordonne la cellule juridique au sein de la DIR, va vous présenter donc les bases légales et réglementaires, donc le Code bruxellois du logement et les arrêtés qui organisent la compétence. Alors ensuite, on va passer donc la plus grosse partie de le plus gros chapitre de cette formation concerne les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement, à proprement parler. Donc, on va passer en revue donc, les exigences du code, voir aussi dans quelle mesure ces normes vont évoluer. Donc, il y a 2 arrêtés qui vont rentrer en vigueur en 2025 et en 2026 et qui modifient un certain nombre de choses. Alors ici, ce n'est pas encore une formation très approfondie sur ce sujet-là. Et donc, on a l'intention d'ici soit cet hiver, enfin l'hiver prochain, soit durant le courant de l'année 2025, nous avons l'intention d'organiser une formation plus approfondie avec les normes vraiment en profondeur et puis le nouvel arrêté. Ensuite, là, on fera probablement une petite pause, des conseils pratiques, puis vous rentrerez un peu dans nos coulisses pour voir comment fonctionnent 2 cellules qu'on a souhaité mettre en avant dans cette présentation. Donc, c'est la cellule de recherche et la cellule sociale. Mais je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et puis ensuite, les modifications du Code du logement. Donc là, c'est une ordonnance qui a été adoptée donc, il y a 2 mois, au mois d'avril, et qui modifie un certain nombre de choses dans la compétence de la DIR. Voilà. Donc la DIR va fêter ses 20 ans dans quelques jours. Donc elle s'est constituée au cours de l'année 2004, suite à l'adoption du Code du logement en juillet 2003, avec comme mission historique de contrôler le respect des normes de sécurité, de salubrité et d'équipement qui étaient fixées par le Code bruxellois du logement et son arrêté. Donc c'était principalement un arrêté de 2003 et puis l'arrêté sur les détecteurs de fumée. Donc actuellement, nous sommes composés donc, de 4 cellules d'enquête. Donc chaque cellule d'enquête est coordonnée par un architecte. Il y a ensuite 3 ou 4 inspecteurs. Et une de ces cellules d'enquête est ce qu'on appelle la cellule recherche, mais je reviendrai sur le sujet tout à l'heure. Il y a la cellule juridique, donc coordonnée par Amandine, qui est chargée notamment du support juridique général, de la réponse aux questions particulières, et puis aussi de tout ce qui concerne les auditions, en tout cas la coordination des auditions se fait par la cellule juridique. Une cellule administrative qui est un peu notre point d'entrée, notre point de sortie. Donc c'est là que les principaux contacts avec les publics, que le contact de première ligne se fait. Une cellule comptable pour la réception des amendes, le paiement des allocations au loyer, et une cellule sociale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors nous avons fait au mois de février une formation identique à celle-ci concernant la discrimination au logement. Donc ça c'est une autre compétence de la DIR depuis 5 ans. Et alors depuis cet hiver, nous avons aussi une 3e compétence qui est l'indemnisation des bailleurs qui ne peuvent pas, qui voient leur loyer impayé durant la période du moratoire hivernal. Donc il y a maintenant, j'imagine que vous le savez, un moratoire hivernal sur les expulsions. Et donc les loyers impayés durant cette période peuvent être compensés par une indemnisation auprès de nos services. Voilà, je vais laisser la parole à Amandine. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je vais vous exposer un petit peu les bases légales et réglementaires des missions et procédures de la DIRL. Donc les missions et les procédures de la Direction d'inspection régionale du logement sont décrites par le Code bruxellois du logement, donc, qui a été créé en 2003. Et ce sont plus spécifiquement les articles 4 à 14 de ce code, ainsi que l'article 219 qui, lui, est plutôt relatif à l'état du bien loué.
Et donc ce sont des articles qui ont été modifiés une première fois en 2013 et ici récemment en 2024 et les modifications entreront en vigueur le 1er novembre 2024. Alors, on ne va pas remettre l'intégralité de tous les articles ici, mais l'article 4 était particulièrement important parce que c'est lui qui dit légalement que les logements doivent respecter les exigences en matière de sécurité élémentaire. Donc c'est tout ce qui concerne la stabilité du bâtiment, l'électricité, le gaz et le chauffage. Les logements doivent également respecter les exigences de salubrité élémentaire. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les normes relatives à l'humidité, à la toxicité des matériaux, les parasites, l'éclairage, la ventilation, les égouts, la configuration du logement, donc par rapport à sa surface minimale, donc en fonction du nombre de personnes qui a conclu le bail initialement, la hauteur des pièces et l'accès du logement. Ensuite, il y a également des exigences en matière d'équipement. Donc ça, c'est de nouveau au niveau de l'installation électrique, au niveau de l'eau froide, de l'eau chaude, des installations sanitaires, du chauffage, du prééquipement requis permettant l'installation d'équipements de cuisson des aliments. Et alors, c'est le gouvernement qui fixe le contenu des différentes exigences et c'est ce qu'on exposera tout à l'heure. Donc voilà. Alors l'article 6, c'est lui qui dit que donc, notre service est chargé de contrôler le respect de ces différents critères que je viens d'énoncer, donc ceux qui sont énoncés à l'article 4, ainsi que de délivrer les attestations de contrôle de conformité. Les attestations de contrôle de conformité, ce sont des attestations qu'un propriétaire doit demander une fois que son bien a été interdit à la location. S'il veut le remettre en location, il doit d'abord obtenir de notre part une attestation de contrôle de conformité à la suite d'une visite de nos inspecteurs. L'article 7, quant à lui, décrit les procédures d'enquête, donc la manière dont les visites doivent se dérouler, ainsi que les différentes procédures, donc la mise en demeure ou les interdictions à la location. L'article 8, lui, il décrit les conséquences de l'interdiction à la location. L'article 10 décrit la procédure d'amende administrative, donc dans certains cas, les bailleurs se voient infliger une amende administrative. Et alors l'article 219 qui lui fait vraiment partie de la partie bail du Code bruxellois du logement qui concerne l'état du bien loué, mais qui précise bien que le bien loué doit répondre aux exigences qui sont visées donc à l'article 4 du Code bruxellois du logement et que cette condition s'apprécie à tout moment, donc au moment de la conclusion du contrat de bail, mais également tout au long du bail. Alors, au niveau des bases réglementaires, donc Sophie l'a déjà un petit peu énoncé, donc il y a un arrêté du gouvernement qui a été pris le 4 septembre 2003 au niveau des exigences élémentaires de sécurité, salubrité et équipement. Il avait été modifié en 2006, mais ici, à partir du 1er janvier 2026, il sera totalement remplacé pour essayer de coller un peu plus à la réalité des logements aujourd'hui. Différentes normes qui sont ajoutées ou précisées pour que ça corresponde mieux à la réalité. Et également l'arrêté prévention incendie, donc qui avait été également pris en 2004 et qui vient d'être vu également et qui lui rentrera en vigueur le 1er janvier 2025. Donc tout ça, ce sera également expliqué au moment où on expliquera les exigences. Alors, tous les logements qui sont situés sur le territoire de Bruxelles-Capitale, qu'ils soient privés ou publics, peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part de notre service. Nous intervenons sur base de différentes manières, donc soit sur base d'une plainte. La plainte peut être soit introduite par un locataire, mais également par une commune, un CPAS, un tiers justifiant d'intérêt, une association agréée. Voilà, donc ça, ce sont les modes d'introduction de la plainte. C'est la majeure partie de nos dossiers. Nous pouvons également effectuer des visites d'initiative. Donc, par exemple, nous recevons un signalement de la police, d'une commune, ou alors nos inspecteurs sont déjà allés visiter un logement et ont constaté que les autres logements de l'immeuble semblaient être dans un état pitoyable également. Nous intervenons jusqu'au 1er novembre 2024 pour les avertissements de non-conformité. Donc ça, c'est un autre service de Bruxelles Logement qui va visiter des logements dans le cadre des allocations de relogement et qui nous contacte, qui nous donne un signalement quand le logement n'est pas conforme, ne répond pas aux exigences. Et donc ça, c'est un mode d'intervention qui va disparaître à partir du 1er novembre. Nous intervenons également pour les attestations de contrôle de conformité. Comme je vous l'ai dit, donc ça c'est un propriétaire qui doit faire cette demande une fois que le logement a été interdit
pour pouvoir le remettre en location. Alors, nous intervenons également pour tout ce qui est label logement étudiant. Donc, on peut donner un label pour les bailleurs qui souhaitent obtenir ce label en cas de logement étudiant. On collabore également avec le parquet qui nous demande parfois d'intervenir en collaboration avec les services communaux, d'urbanisme, les agents de quartier, la police, etc. Et alors, avec les modifications du code qui seront en vigueur le 1er novembre 2024, deux nouveaux modes d'intervention vont apparaître. Donc, les propriétaires auront la possibilité, dans certaines conditions bien précises, de demander un certificat de conformité. Et on pourrait également intervenir suite à la résolution judiciaire du bail pour non-respect des exigences alimentaires. Et donc là, on aura des contacts avec le greffe de la justice de paix qui nous signalera ces décisions-là. Et comme je vous l'ai dit, l'avertissement de non-conformité disparaîtra. Donc ça fera 5 modes d'intervention essentiels. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu le déroulement d'une visite à partir du moment où on introduit la plainte jusqu'à la décision finale. Donc, le dossier, la plainte peut être introduite soit via notre site internet, il y a un formulaire prévu à cet effet sur le site internet. Ça, c'est vraiment la plus grosse partie des plaintes qui est introduite, c'est de cette manière-là. Soit par mail, mais ça également peut être introduit par courrier ou au guichet. En bas de l'Iris Tower, il y a des guichets. Alors, on analyse la recevabilité du dossier, donc on regarde si la plainte est recevable. Pour que la plainte soit recevable, il faut que le contrat de bail soit toujours en cours au moment de la plainte. Donc, s'il y a un jugement qui a mis fin au contrat de bail avant l'introduction de la plainte, malheureusement, on devra déclarer la plainte irrecevable. Cette condition-là va disparaître à partir du 1er novembre, où, comme vous le verrez, le champ de compétences de la DIRL va être élargi. Alors ensuite, il y a une distribution des dossiers aux inspecteurs selon une méthode de géolocalisation. Et donc voilà, les différents inspecteurs reçoivent certains dossiers. La visite est planifiée. Un courrier est envoyé aux bailleurs et locataires. Donc ça, c'est le code qui prévoit aussi que nous sommes obligés de prévenir bailleurs et locataires au moins une semaine avant la visite, sauf dans certains cas en cas d'initiative. Donc les inspecteurs vont visiter sur place. À préciser qu'on n'a aucun pouvoir de contrainte de pénétrer dans le logement si le locataire refuse, ni d'obliger le locataire à laisser entrer le bailleur. Ensuite, une fois que la visite a été effectuée, les inspecteurs rédigent leur rapport. Donc, ils peuvent soit décider que c'est une mise en demeure parce que les défauts ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettent en péril la santé et la sécurité des occupants, soit une interdiction immédiate de mise en location si jamais les défauts sont graves au point qu'ils pourraient mettre en danger la santé et la sécurité des locataires. Ils peuvent également, à cette occasion-là, écrire un courrier avec une estimation d'amende administrative et une convocation à une audition. Donc ça, dans tous les cas d'interdiction immédiate, il y a d'office une amende qui est estimée. Dans les cas de mise en demeure, tout dépend de la gravité des défauts, de la nature des défauts qui ont été constatés. Nos inspecteurs ont une sorte de grille avec les estimations d'amende, et donc elles sont soit à 50, 200, 800 ou 4000 euros en fonction de la nature et de la gravité des défauts qu'ils ont constatés sur place. Et donc, le code prévoit qu'on ne peut estimer une amende qu'à partir de 2000 euros. Donc, il peut arriver régulièrement qu'avec les mises en demeure, il n'y ait pas d'estimation d'amende qui soit envoyée au bailleur. En cas d'interdiction, ça y a toujours, parce qu'il y a toujours au moins un défaut qui est grave et qui est susceptible de mettre en danger la sécurité des locataires. Ensuite, le rapport est validé par la hiérarchie. Donc, il y a toujours un architecte qui chapeaute les cellules d'enquête. Et encore un autre architecte qui valide. Et puis la signature, c'est par Sophie Grégoire, qui est fonctionnaire dirigeante de la DIRL. Une fois que c'est signé, les courriers sont envoyés aux intervenants. Donc les intervenants, c'est les bailleurs, les locataires, mais également les bourgmestres. En cas d'interdiction, les CPAS, éventuellement les avocats des intervenants s'il y en a. Et quand les bailleurs ont reçu leur courrier, ils ont la possibilité, en cas de mise en demeure, de faire leurs observations dans les 30 jours de la réception de la mise en demeure, ou de faire un recours en cas d'interdiction de mise en location. Le locataire peut également faire un recours s'il le souhaite. Et alors, il peut demander d'avoir un entretien technique avec les inspecteurs en charge du dossier, ou éventuellement avec l'architecte, pour voir comment solutionner certains problèmes techniques.
Alors, les différentes décisions possibles suite aux visites des inspecteurs, donc soit le logement répond tout à fait aux différentes exigences de sécurité, salubrité, équipement, et alors à ce moment-là, on déclare le logement conforme et on ne va pas plus loin. Soit, donc il y a une mise en demeure d'effectuer les travaux, là le délai est de 12 mois, et on peut éventuellement prolonger ce délai de 12 mois maximum si le bailleur en fait la demande, et si les circonstances qui l'ont empêché de faire les travaux sont indépendantes de sa volonté. Donc ça veut dire par exemple il y a une procédure en justice contre le locataire parce qu'il refuse l'accès, ça peut être la délivrance d'un permis d'urbanisme qui se fait attendre, ça peut être différentes choses. Alors il y a également l'interdiction à la location du logement, donc soit immédiate quand il y a un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, soit après visite de contrôle, si les travaux ne sont pas réalisés dans les délais. Donc 12 mois après la mise en demeure, nos inspecteurs envoient de nouveau un courrier et effectuent une visite pour vérifier que tous les défauts relevés ont été solutionnés. Si ce n'est pas le cas, alors une interdiction est prononcée après visite de contrôle. Et dans certains cas, mais c'est assez rare ces dernières années, sur comportement du bailleur, et c'est uniquement en cas d'initiative. Alors, le logement peut être également réputé conforme. Ces logements peuvent être réputés conformes qu'après une mise en demeure. Donc, on les a mis en demeure. Ils ont, dans les 12 mois, fait tous les travaux qu'on leur a demandé, mais il y a des travaux, des défauts de minime importance qui demanderaient des travaux dont le coût est disproportionné. Donc, ces deux conditions-là sont cumulatives. Et alors, à ce moment-là, après accord de l'architecte, on peut déclarer le logement, enfin réputer le logement conforme. Donc ça veut dire qu'il n'est pas conforme à 100%, mais que ça nécessiterait des travaux disproportionnés par rapport au défaut qui est mineur. Ensuite, on peut classer également le dossier sans suite. Donc ça, c'est soit si au moment de la plainte, l'occupant n'avait plus la qualité de locataire, ça peut être parce que le locataire a refusé l'accès, ça peut être parce qu'au moment de la visite également, à l'heure actuelle aussi, au moment de la visite, donc si le locataire a perdu sa qualité de locataire entre la plainte et la visite, nous ne pouvons pas effectuer la visite, ça va changer également à partir du 1er novembre. Donc ça, ce sont des différentes raisons de classement sans suite d'un dossier. Et alors, parallèlement aux mises en demeure ou aux interdictions, nous avons également la possibilité, c'est une procédure bien distincte, de convoquer le bailleur à une audition parce qu'il a reçu une estimation d'amende administrative, donc une amende qui va de 2 000 à 25 000 euros et qui peut être doublée en cas de récidive du bailleur dans les 5 ans. Donc ce n'est pas lié au logement, c'est vraiment lié au bailleur. Donc voilà, mais donc il faut bien distinguer, ce sont deux choses tout à fait différentes, ce sont deux procédures distinctes. Donc voilà, ici c'est un schéma qui permet de mieux visualiser toutes les procédures. Donc il y a la première visite, où soit le logement est conforme et alors ça s'arrête là, soit le logement n'est pas conforme, et alors donc il y a la distinction entre la mise en demeure où il n'y a pas de danger imminent pour les locataires, soit une interdiction immédiate à la location. Comme vous voyez, l'interdiction immédiate à la location, il y a d'office une amende qui sera estimée, et en cas de mise en demeure, ça dépendra si c'est au-delà, si les défauts comptabilisés sont au-delà des 2 000 euros. En cas de mise en demeure, il y a une visite de contrôle qui est faite 12 mois après. Lors de cette visite de contrôle, soit on déclare le logement conforme, soit on déclare le logement réputé conforme, soit on l'interdit à la location. Il faut vraiment que tous les défauts aient été solutionnés pour qu'un logement soit considéré comme conforme. Donc même s'il subsiste un petit défaut, le logement sera interdit à la location. Voilà, je vais dire quelques mots sur le nombre de dossiers. Donc, voilà, vous demandez certainement combien de dossiers ça représente par année. Donc ici, pour vous montrer une évolution sur 5 ans, enfin sur 6 ans même, on voit que le nombre de plaintes est en augmentation assez forte. En tout cas, l'année passée, c'est pas exceptionnel, c'est probablement une tendance de fond qui se poursuit déjà en 2024. Donc on peut voir qu'on va se retrouver probablement pendant toutes les années qui viennent à minimum 700 plaintes. C'est probablement dû à un meilleur référencement sur les moteurs de recherche. Et donc la plainte en ligne est devenue très accessible. C'est ce qui peut en tout cas expliquer cette augmentation.
les attestations de contrôle de conformité. Donc là, comme on l'a dit, c'est pour lever des interdictions à la location. On a de plus en plus d'interdictions à la location. Il y a donc de plus en plus de procédures pour lever ces interdictions. Ça s'explique aussi par des actions que l'on mène, nous, de notre côté, et puis aussi que les communes mènent. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'alerte Saphir. Donc, c'est une alerte informatique qui se déclenche dès qu'une personne souhaite se domicilier dans un logement qui a été interdit à la location. Donc, ce signalement part de la commune et puis nous est transmis. Ça entraîne donc la détection d'un certain nombre de remises en location qui mènent ensuite à des demandes d'attestation de contrôle. Et alors, parallèlement, nous, on essaie aussi de réactiver les bailleurs qui ont reçu une interdiction à la location. Et donc, on leur envoie des courriers de rappel pour qu'ils puissent introduire cette demande. Mais je reviendrai là-dessus en parlant de la cellule de recherche. En ce qui concerne les visites d'initiative, donc là, par le passé, on avait tendance à faire des initiatives plus quand on avait le temps, c'est-à-dire pas très souvent. Et donc, on échappait, il y a un certain nombre de situations qui nous échappaient, des situations où les locataires sont vraiment dans les situations les plus graves. Donc, les locataires les plus vulnérables, j'imagine que vous le savez, ils sont de plus en plus réticents à introduire des plaintes. Et donc, l'initiative est une façon pour nous d'aller les chercher, enfin, en tout cas, de leur tendre la main. Et donc, on a décidé de maintenir un niveau d'initiative assez élevé et donc de ne pas descendre, en tout cas, en dessous de 120 dossiers d'initiative par an. Là aussi, en parlant de la cellule de recherche, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne pour mener ces initiatives. Et alors, les avertissements de non-conformité, là, il y a des valeurs assez variables qui dépendent un peu de la charge de travail à la fois du service qui nous envoie ces avertissements de non-conformité pour la direction allocation loyer, et puis aussi de notre part. Et donc voilà, c'est de toute façon une procédure, comme Amandine a dit, qui est en voie d'extinction. Alors, sur ce tableau, vous avez les décisions par année. Alors, je ne vais pas reprendre tous les chiffres, mais peut-être insister sur quelques éléments. C'est globalement que tout ce qui est interdiction à la location reste relativement stable, même s'il y a quand même des valeurs assez différentes d'année en année. Mais en tout cas, on interdit... les interdictions à la location ne suivent pas proportionnellement l'augmentation du nombre de plaintes. Par contre, en ce qui concerne les mises en demeure, là, il y a une très forte augmentation. Donc c'est peut-être qu'on va visiter des logements qui sont dans un état moins catastrophique qu'avant. Mais il reste en tout cas un nombre important de logements interdits à la location et qui font l'objet d'interdiction immédiate. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même des logements qui sont dangereux, qui sont chaque année interdits. Alors, on a aussi, on délivre de plus en plus d'attestations de contrôle et on déclare aussi beaucoup de logements conformes par rapport à avant. Donc là, c'est le fruit d'un travail acharné des inspecteurs de suivre en fait les bailleurs pendant la durée de la mise en demeure et puis après l'interdiction à la location, de les informer au maximum. Donc en fait, on se rend compte aussi, vu les difficultés des locataires à retrouver un autre logement après une mise en demeure, après une interdiction à la location, qu'en fait, le plus important, c'est vraiment que les logements soient mis en conformité et que les locataires puissent y rester, mais dans de meilleures conditions. Et donc, voilà, les inspecteurs font en tout cas un gros travail d'accompagnement. Voilà, ici, vous voyez que le nombre de plaintes augmente effectivement et que le nombre d'interdictions continue à se situer plus ou moins dans cette fourchette depuis un certain nombre d'années. Alors, donc on a à peu près 2300 logements interdits sur le territoire de la région. Alors ce chiffre, il augmente un tout petit peu d'année en année. Il est, vous voyez les points sur la carte, sans grande surprise, ces points se localisent plutôt sur la première couronne et sur ce qu'on appelle le croissant pauvre de la région. Je ne sais pas si ça se dit encore comme ça. Mais... Donc ces logements interdits à la location, il y en a un certain nombre qui sont des logements améliorables, donc ils peuvent être remis sur le marché moyennant des travaux et moyennant la délivrance d'une attestation de contrôle. Mais il y a aussi des logements totalement indignes qui ne peuvent pas être des logements. Et donc là, on vise notamment les caves, les greniers, les ateliers de fonds de parcelles et autres cabanons de jardin. Voilà.
Donc on va développer maintenant le plus gros chapitre qui est vraiment les exigences. Voilà, ici on va vous présenter justement donc, les exigences qui ont été prises par arrêté du gouvernement donc, en 2004. Donc on va commencer par donc, il y a les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement. Donc au niveau des exigences minimales de sécurité, voilà. Donc les inspecteurs, quand ils vont voir un logement, ils commencent toujours par regarder l'immeuble dans son ensemble, la façade, et donc ensuite ils vont dans le logement, et puis du logement jusqu'au compteur. Et tout ce chemin-là doit permettre donc d'habiter en sécurité dans le logement et de circuler dans les mêmes conditions de sécurité dans les communs et les abords. Donc ce sont différents éléments qui sont regardés. Donc ce sont les fondations, les maçonneries, les éléments structurels, poutres, colonnes, charpentes, toitures, accessoires, planchers bruts, donc en ce compris balcon et terrasse, les escaliers, les cheminées et les menuiseries intérieures et extérieures, ainsi qu'éventuelles parties vitrées. Donc, si ils estiment qu'il y a un danger d'effondrement, etc., imminent, ils peuvent également prévenir la commune qui pourra intervenir ou le bailleur, parce qu'évidemment, nous, on n'a pas de possibilité d'intervenir en urgence, ou éventuellement, en cas d'urgence, vraiment aussi les pompiers. Et donc ça, ils mettent également donc, tout ce qui concerne les fondations, les maçonneries, etc., dans leur rapport. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos inspecteurs ne sont pas des professionnels de la stabilité, donc s'ils ont un doute, ils vont le marquer dans leur rapport. Si après, les bailleurs nous transmettent le rapport d'un ingénieur en stabilité qui dit qu'il n'y a pas de danger, on va évidemment en tenir compte. Alors, à partir de 2026, le nouvel arrêté qui entrera en vigueur à ce moment-là précise la liste des éléments à contrôler. Donc déjà, le mot stabilité, qui n'était pas toujours très clair, est remplacé par l'état constructif qui correspond mieux à la réalité. Et donc, à ce moment-là, on regardera les éléments de façade, les revêtements de sol, plafond, murs, cloisons, les garde-corps et mains courantes. Donc les garde-corps, ça c'est une nouveauté par rapport à maintenant, les mezzanines accessoires et le mobilier intégré. Évidemment, on ne regarde pas du tout l'esthétique et les finitions de tous ces éléments. On regarde vraiment ça au regard de la sécurité des occupants de l'immeuble et de la sécurité aux alentours de l'immeuble. Alors, au niveau de l'électricité, c'est comme pour le reste, ça doit permettre d'habiter en sécurité, aussi bien dans le logement que dans les alentours du logement, et ne présenter aucun risque dans l'hypothèse d'un usage qui est adapté aux installations. Alors, on regarde évidemment les attestations de conformité des installations électriques. Maintenant, ces attestations de conformité ne sont pas une présomption irréfragable de conformité. Donc, même si le bailleur nous remet une attestation, si nos inspecteurs considèrent que l'installation électrique semble avoir été modifiée ou que c'est plus tout à fait conforme, ils peuvent demander une nouvelle attestation au bailleur. Pour les installations de gaz, c'est pareil, hein, donc ça doit permettre d'habiter en sécurité aussi bien dans le logement que dans les communs et les abords, et ne présenter aucun danger dans le cas d'une utilisation normale par le locataire. Pareil également pour les attestations de conformité, on peut également en exiger une supplémentaire si les inspecteurs ont un doute quant à la conformité des installations. Alors, l'accès au compteur, qu'il soit commun ou privatif, doit être permanent tout le temps. Donc, pour une question de sécurité, on doit pouvoir couper le gaz si c'est nécessaire. Ou, voilà, ça doit... Alors, à partir de 2026, donc, il y a certains appareils qui vont être interdits. Donc, les appareils de type A, ce sont ceux qui ne prévoient pas d'évacuation des gaz brûlés, seront tout à fait interdits. Et les appareils de type B seront interdits dans la chambre à coucher, mais ça c'est déjà le cas depuis 2015. Et dans les autres locaux, leur maintien ne sera possible que s'ils sont tout à fait conformes. Et s'ils ne sont pas conformes, on demandera qu'ils soient démontés et remplacés par d'autres appareils. Alors, au niveau des installations de chauffage, donc ça doit évidemment être conforme au normes en vigueur et être entretenu régulièrement. Donc, si les inspecteurs présument de la dangerosité de l'installation, donc ils peuvent demander une attestation de réception par un organisme agréé, ou alors pour les appareils une attestation d'entretien.
Cette exigence d'installation de chauffage sera complétée en 2026 par les installations de production d'eau chaude sanitaire qui vont répondre aux mêmes conditions. Alors, à partir de 2026, donc ça c'est une nouveauté, on intègre dans l'arrêté les garde-corps. Donc tout ce qui joue sur des divnées de plus d'1 mètre, donc comme les escaliers, les paliers, les balcons, les baies de fenêtres, les mezzanines, ou toute surface de plancher accessible à des personnes, donc doit être équipé d'un garde-corps qui est stable, solide, pour éviter donc que des personnes chutent à partir de là. La hauteur du garde-corps est réputée suffisante lorsqu'elle atteint 1 mètre, donc le schéma est assez parlant par rapport à ça. C'est vraiment pour éviter les chutes. Alors, les détecteurs de fumée, donc l'arrêté a également été revu et lui, il entrera en vigueur d'ici quelques mois. Donc ici, chaque pièce vous voyez en grisé, c'est le chemin de circulation interne du logement. Et donc, chaque pièce de ce chemin de circulation doit être pourvue d'un détecteur de fumée, donc à part les chambres, cuisine évidemment pour éviter des alarmes intempestives. Et donc, chaque pièce doit être équipée d'un détecteur de fumée, donc vous les voyez bien sur le schéma. Quand c'est un grand logement, donc par exemple une maison ou un duplex ou un triplex, donc sur plusieurs étages, donc il doit y avoir au minimum un détecteur par étage, donc soit sur le palier, soit sur la première pièce de l'étage. S'il y en a 4 dans ce logement-là, alors il faut qu'ils soient interconnectés entre eux. Voilà. Je passe Sophie pour la salubrité. Voilà, alors dans les plaintes des locataires, très souvent l'humidité revient. Donc on a fait des statistiques sur une année et effectivement il y avait 9 plaintes sur 10 cette année-là qui portaient sur l'humidité. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas ce sont des problèmes qui sont de l'ordre, qui sont en tout cas qui constituent des défauts par rapport aux exigences élémentaires. Donc, ce qu'on considère comme une infraction, c'est l'humidité permanente. Alors, ce terme de permanente qu'on trouvait un peu abusif va disparaître dans l'arrêté qui rentrera en vigueur en 2026. Mais ce qu'il faut, c'est de toute façon des dégradations visibles. Donc là, c'est un plafonnage qui se craquelle, des taches, des coulées. Ça peut être aussi des champignons, des moisissures qui apparaissent, mais la cause de l'humidité doit être une de celles qui est prévue par l'arrêté, c'est-à-dire soit des infiltrations, donc par la toiture, par la façade. Ça peut être aussi des fuites d'installations sanitaires. Donc ça, c'est la cause la plus fréquente d'humidité. Alors dans les sous-sols et dans les rez-de-chaussée, on voit aussi que l'humidité peut avoir une origine ascensionnelle, donc c'est via des remontées capillaires que l'eau sort par les murs et occasionne des dégradations sur les murs. Et alors, le troisième motif pour lequel il peut y avoir de l'humidité qui apparaît dans un logement, c'est la condensation. Et là, c'est là qu'il faut opérer une distinction entre l'humidité qui est par la condensation locative et puis la condensation qui est liée au bâti lui-même. Alors là, c'est un travail d'enquête et de discussion parfois intense entre les architectes et les inspecteurs pour savoir quelle est la part de responsabilité du locataire et du bailleur là-dedans. Donc c'est via des mesures, via la prise de mesures, via des humidimètres. C'est aussi en regardant comment le logement est occupé, comment il est chauffé, comment il est ventilé. C'est en voyant aussi comment se manifestent les dégradations et où elles se manifestent. C'est comme ça qu'on arrive à établir un diagnostic, mais c'est certainement un point qui n'est pas évident. Mais en tout cas, on essaye de sensibiliser aussi les locataires à l'humidité de condensation de façon générale, parce que la condensation locative, les champignons, les moisissures qui peuvent se développer présentent exactement les mêmes dangers, quelle que soit la cause. Et donc là aussi, on essaie de faire un travail d'éducation qui n'est certainement pas évident. Alors en ce qui concerne les parasites, déjà il y a les parasites qui peuvent être liés à l'humidité dont on vient de parler, mais il peut aussi s'agir d'humidité qui vient
des cafards, enfin des insectes, donc il y a eu les punaises de lit aussi qui sont apparues dans les rapports assez récemment, les pigeons, les rats, les souris, donc tous ces parasites-là peuvent être mentionnés. Alors, ils doivent être liés, alors précédemment, ils doivent être liés directement à l'état de l'immeuble. Alors, comment estimer que la présence d'un parasite est liée directement à l'état de l'immeuble, c'est souvent compliqué. Donc, cette condition-là est mise entre parenthèses parce qu'elle va disparaître d'ici 2026. Mais donc, ce que nous devons évaluer, c'est si on est dans des conditions normales d'utilisation du logement. Et là aussi, c'est un peu subjectif, mais voilà, on apprécie en fonction aussi de l'hygiène et de l'entretien du logement, et en voyant aussi si la présence de parasites s'est propagée à d'autres appartements de l'immeuble. C'est comme ça qu'on voit quelle est l'origine exacte et si c'est bien un défaut. Pour l'éclairage naturel, donc là, on mesure la dimension des parties vitrées des fenêtres. Dans certaines pièces, donc les cuisines, les salles de bain, les salles de douche ne doivent pas présenter un éclairage naturel direct, mais par contre, c'est bien le cas dans les chambres à coucher, les séjours et les salles à manger. Alors là, l'interprétation, enfin l'appréciation de l'inspecteur est fondamentale, est à la base de la constatation d'un défaut, mais il y a quand même des normes chiffrées. Donc ces normes chiffrées ne sont pas absolues. On regarde sur place quelle est la situation. Une fenêtre d'une dimension inférieure à celle de l'arrêté peut très bien éclairer de façon suffisante une pièce. Mais en tout cas, ce sont des références chiffrées qui nous servent de repère. Donc ces surfaces vitrées doivent être égales à au moins 1/12 de la surface du plancher. Et alors, il y a deux exceptions pour les pièces centrales des enfilades de pièces. Donc là, on va compter en fait les dimensions de la fenêtre par rapport à la surface de plancher des deux pièces, la pièce qui est en façade et puis la pièce centrale. Et puis pour les pièces semi-enterrées, là aussi c'est 1/10 de la surface du plancher. Pour les ventilations, donc là le moyen le plus courant c'est les fenêtres. Alors il y a aussi comme moyens de ventilation qui sont acceptés les conduits qui sont en contact avec l'air extérieur, et alors les évacuations mécaniques pour autant qu'elles fonctionnent et qu'elles permettent d'éliminer un volume suffisant d'air, et alors qu'il y a un apport d'air qui soit prévu pour ne pas mettre le local sous pression. Et alors ici, donc une petite modification par rapport au nouvel arrêté. Donc à partir de 2026, la VMC va être intégrée comme pouvant répondre en fait à l'exigence de ventilation. Et alors il faudra aussi garantir une protection contre les intrusions. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Alors il y a deux types d'intrusions. Il y a les intrusions par des animaux, donc des pigeons, des rongeurs qui ne doivent pas pouvoir rentrer dans les conduits de ventilation. Et par ailleurs, il y a l'intrusion par des personnes. Et donc là, on vise les fenêtres qui donnent sur des espaces accessibles à des passants. Et donc là, il faut pouvoir prévenir le risque d'intrusion et de cambriolage. Alors l'état des châssis de fenêtres est aussi apprécié. Donc là, il faut que les châssis soient en bon état, qu'ils puissent s'ouvrir et se fermer facilement, et qu'ils soient étanches à l'eau. Les vitrages brisés sont aussi mentionnés dans les rapports. Et à partir de 2026, il faudra que les resserrages intérieurs et extérieurs soient complets et étanches. Donc on voyait régulièrement des châssis de fenêtres dont les finitions n'étaient pas terminées, qui parfois laissaient passer l'eau et l'air, et donc dans ce cas-là on pouvait le sanctionner, mais parfois c'était juste un état qui était jugé insuffisant, et donc là on pourra désormais le mentionner à partir de 2026. Alors les égouts qui étaient jusque-là dans le chapitre de sécurité sont remis de façon beaucoup plus logique dans la salubrité, et là c'est l'état des canalisations de façon générale, quel que soit le type d'eau, les eaux usées, les eaux vannes ou les eaux pluviales. L'ensemble doit être étanche, en bon état, et éviter les odeurs dans les logements.
Au niveau de la surface minimale, donc là, c'est une des grosses modifications de l'arrêté du 30 novembre 2023. Donc précédemment, la surface minimale était, jusqu'à la fin de l'année 2025, c'est ce barème-là qui sera utilisé. Donc voilà, vous voyez, pour une personne, c'est 18 mètres carrés. Dès qu'on atteint des familles avec 4 ou 5 personnes ou 6 personnes, on se rend compte qu'en fait les normes sont assez basses. 46 mètres carrés pour 5 personnes, c'est pas spécialement confortable. Il faut savoir qu'on apprécie cette norme au début du bail, donc c'est le nombre d'occupants au début du bail. S'il y a par exemple des enfants qui sont nés en cours de bail ou si d'autres membres de la famille ont rejoint la famille dans le logement, ces personnes ne sont pas prises en considération. C'est ça. Alors, les défauts qu'on constatait, c'était surtout des défauts par rapport à la première norme, par rapport à 18 mètres carrés pour une personne. C'était assez rare qu'on constate des défauts pour les familles. Alors, oui, donc, donc, il y a une exception pour les logements meublés et les logements d'étudiants. Donc là, les surfaces peuvent être plus petites. Donc, les 18 mètres carrés deviennent 12 mètres carrés pour une personne dans un logement meublé ou étudiant, et 18 mètres carrés pour 2 personnes au lieu de 28. Alors, ce qui se passe dans les logements collectifs, mais je vais revenir après sur la notion de logement collectif parce que c'est parfois un peu complexe. Donc là, on va apprécier les surfaces communes au prorata du nombre d'habitants. Il existe aussi une règle par rapport aux locaux habitables. Donc, ce qu'on considère comme locaux habitables, ce sont les chambres à coucher, séjours, enfin, salle à manger, salon, et la cuisine. Donc, donc, ces locaux doivent représenter au moins 70% de la surface du logement. Alors, cette règle est importante pour nous parce qu'il arrive souvent que nous visitions des chambres à coucher où il n'y a pas d'éclairage naturel, il n'y a pas de ventilation, mais le bailleur nous dit qu'il n'y a absolument aucun problème, étant donné que c'est un espace de rangement, un dressing, et donc on se retrouve parfois avec des logements avec des petites chambres, voire une petite chambre, mais de très grandes surfaces de dressing. Et donc là, pour éviter cette situation-là et pour pouvoir quand même sanctionner ce qui s'apparente à une fraude à la loi, on pourrait dire, on applique cette règle et donc les locaux habitables ne peuvent pas faire moins que 70%. On compte aussi la surface minimale, on ne compte pas forcément toute la surface tapis. Donc on compte la surface minimale, seulement les mètres carrés qui présentent au moins 2,10 m de hauteur sous plafond et 1,50 m dans les locaux mansardés. Donc voilà. Là, il y a un calcul à faire dès qu'on se retrouve dans des locaux au dernier étage. Alors là, à partir de 2026, donc là, il y a une grosse évolution des normes qui vont se simplifier aussi. Ce sera beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde plutôt que le 18, 28, 33, 37 que personne n'avait vraiment retenu. Ici, donc, les normes seront de 18 mètres carrés pour une personne, 28 pour 2, 38 pour 3, etc. Et à chaque fois, ça augmente de 10 mètres carrés par personne supplémentaire. Et alors, on supprime l'exception pour les logements meublés, qui n'avait pas beaucoup de sens, en fait. Pourquoi est-ce que dans un logement meublé, on peut vivre alors qu'il fait 13 mètres carrés et pas dans un logement qui ne serait pas meublé? Donc voilà. Par contre, l'exception pour les logements étudiants, elle est maintenue. La hauteur sous plafond, donc elle doit être de 2,30 m pour les pièces de séjour, de 2,10 m pour les autres pièces du logement. Et alors la question se pose, mais est-ce que c'est sur toute la surface de la pièce? Et donc là, il y a une distinction à faire. Donc quand on est dans des pièces mansardées, il faut que ce soit au moins sur la moitié de la surface de la pièce. Et il faut aussi que cette proportion ne nuise pas à l'utilisation normale de la pièce, donc on puisse quand même circuler et utiliser la pièce, la chambre à coucher, le salon, d'une façon correcte. Alors cette norme, elle est appelée à évoluer en 2026 pour les séjours qui sont mansardés. Donc là, il faudra avoir au moins 10 mètres carrés à plus de 2,10 m de hauteur sous plafond. Et pour les cuisines et les chambres à coucher, au moins 4 mètres carrés à plus de 2,10 m de hauteur sous plafond. Il y a pour les salles de bain, les salles de douche et les WC, là on reste avec la règle de la moitié, 2,10 m sur la moitié de la surface.
Les circulations, donc vous voyez ici un escalier donc donc ça c'est le logement se trouve au-dessus de cet escalier. Au-dessus. Il faut passer par cette trappe pour atteindre le logement en question. Donc ça ne permet pas une évacuation rapide en cas d'urgence. Donc on regarde aussi, les inspecteurs vérifient si on peut accéder facilement au logement depuis l'extérieur. Il faut pouvoir y accéder via une cage d'escalier ou un couloir commun. Et toutes ces parties communes doivent être en bon état. Alors il y a des normes chiffrées, donc une largeur utile de minimum 80 cm de largeur, 2 mètres de hauteur. Pour les volets d'escalier, 70 cm de large. Alors ce sont des normes qui sont parfois difficiles à respecter dans des bâtiments anciens. Et donc dans ce cas-là, voilà, on va pas casser un immeuble pour pouvoir atteindre ces 70 cm ou ces 80 cm. Et donc là, dans ce cas-là, on est amené aussi à déclarer des logements, à les réputer conformes, même s'ils n'atteignent pas le renouvellement. Voilà, alors, donc dans le code du logement, il n'est pas interdit d'avoir un logement qui soit séparé en plusieurs parties, reliées entre elles par des parties communes. Donc l'exemple typique, c'est que voilà, vous avez un appartement à un étage, et puis vous devez reprendre la cage d'escalier commune pour atteindre votre chambre, ou votre salle de bain, ou le WC. Donc ça, ce n'est pas interdit en soi. Par contre, ce qui est exigé par le code, c'est que toutes ces parties privatives doivent être fermées à clé et ne peuvent pas être accessibles depuis l'extérieur par n'importe qui. Voilà, maintenant je vais vous expliquer les exigences minimales d'équipement. Donc alors il y a des exigences au niveau de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc jusqu'à présent, en fait, le logement ne devait disposer que d'un point de puisage d'eau chaude, donc maintenant jusqu'à fin 2025, sanitaire, donc situé à l'intérieur du bien loué, donc qui alimentait soit un évier, soit un lavabo, soit une douche, soit une baignoire. Donc la baignoire, enfin, tout ça muni d'un siphon et raccordé à un système d'évacuation des eaux usées. À partir de 2026, il y aura l'obligation de 2 points de puisage d'eau chaude, qui semble un petit peu mieux correspondre à la réalité actuelle, parce qu'on pouvait, à l'heure actuelle, dans un logement, on pourrait avoir de l'eau chaude juste dans le bain ou juste dans l'évier de la cuisine. Donc voilà, à partir de 2026, il faudra 2 points de puisage d'eau chaude, donc qui devra alimenter un évier dans la cuisine et la baignoire ou la douche. Au niveau de l'eau froide, c'est pareil. Donc pour l'instant, jusqu'à fin 2025, le logement doit disposer d'un point d'eau potable privatif, donc qui est situé également à l'intérieur du bien loué et qui alimente un évier muni d'un siphon et raccordé à un système d'évacuation des eaux usées. Et à partir de 2026, il faudra également 2 points de puisage d'eau froide, donc qui alimente un évier dans la cuisine et la baignoire ou la douche. Alors il faudra également un accès permanent au compteur s'il est privatif. Alors, bon, ce qui paraît un peu étonnant, c'est jusqu'à aujourd'hui, les baignoires ou les douches n'étaient obligatoires que pour les logements de plus de 28 mètres carrés ou plus. Donc, il y a encore des logements maintenant qui pourraient être déclarés conformes, sans baignoire et sans douche. Donc, à l'heure actuelle, donc, les logements de 28 mètres carrés ou plus doivent disposer d'une douche à l'intérieur du bien loué. Donc, il doit être muni d'un siphon et raccordé à un système d'évacuation des eaux usées, et donc est relié soit à une installation centralisée de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, soit à l'ensemble des équipements requis pour le placement d'un appareil de production d'eau chaude. Alors, ce prééquipement comprend un raccordement électrique suffisant ou alors une alimentation de gaz et un dispositif d'évacuation des gaz brûlés, ainsi que des canalisations d'alimentation d'eau froide et de distribution d'eau chaude. Alors donc, à partir de 2026, ce qui paraît assez logique, c'est que la baignoire ou la douche sera obligatoire dans tous les logements, et plus ceux de 28 mètres carrés au plus. Et il y aura également une modification au niveau du prééquipement d'eau chaude, donc ce ne sera plus un prééquipement qui sera admis, mais il faudra déjà l'équipement complet. Ça paraît assez logique, mais jusqu'à présent, c'était encore comme ça. Alors, au niveau de l'installation électrique, donc le logement doit être équipé d'une installation électrique qui comprend évidemment un point lumineux commandé par un commutateur dans chacune des pièces. Ça paraît logique aussi, mais on voit parfois des logements où ce n'est pas le cas. Il faut également une prise de courant dans chaque pièce du logement.
en tout cas des locaux habitables, une prise de courant supplémentaire protégée par un disjoncteur de 16 ampères, et alors aussi un compteur individualisé, propriété de la société distributrice d'énergie. Alors, le compteur ici peut être commun dans les logements collectifs, donc Sophie expliquera après plus précisément ce qu'est un logement collectif. Donc, ça peut être commun si donc il y a des équipements communs partagés par plusieurs locataires. Et alors, de nouveau, il faut un accès permanent au dispositif de comptage et de protection de l'installation électrique, donc pour des questions de sécurité notamment. Alors, au niveau du chauffage, donc, tout ce qui est locaux habitables, hein, donc chambres, séjours, etc., les salles de bain, salles de douche et les cabinets de toilette, doivent soit avoir un corps de chauffe de puissance suffisante, hein, donc appartenant à une installation commune privative de chauffage central, soit l'ensemble des équipements requis pour le placement d'appareils fixes de chauffage, donc que ce soit au niveau du gaz, soit au niveau électrique. Alors, il est précisé dans l'arrêté que le chauffage doit permettre le chauffage du logement à une température suffisante. Il n'est pas précisé ce qu'est une température suffisante. Mais bon, on peut imaginer que 19 degrés, ou, enfin voilà. Donc ça doit pouvoir chauffer le logement à une température suffisante. Dans les chambres à coucher, il n'est pas obligé d'y avoir d'installation de chauffage dans ces pièces-là, si toutefois les autres installations permettent de chauffer tout le logement de manière suffisante. Et alors de nouveau, comme pour l'eau chaude sanitaire, à partir de 2026, ce sera un équipement complet qui sera obligatoire et plus le pré-équipement. Alors chaque logement doit également avoir une sonnette individuelle et une boîte aux lettres par ménage également. La boîte aux lettres doit être située dans un endroit librement accessible tous les jours ouvrables de 6h du matin à 9h du soir. Donc ça concerne évidemment par exemple les sas dans les immeubles où il y a des sas qui peuvent parfois être fermés pendant la nuit. Mais donc entre 6h du matin et 9h du soir, la boîte aux lettres doit être accessible. Et alors au niveau des équipements de cuisson, donc dans la cuisine, il doit y avoir les équipements requis, donc soit une alimentation de gaz ou alors une alimentation électrique de puissance suffisante qui permet alors l'installation d'un appareil électroménager pour cuire les aliments. Donc il faut évidemment que l'installation électrique soit capable de supporter donc l'appareil électrique si c'est un appareil électrique pour la cuisson des aliments. Et alors pour les logements collectifs, ils doivent disposer d'un équipement qui peut être commun. Bon, l'appareil électroménager doit être adéquat, en bon état de fonctionnement. Il doit être installé dans la cuisine commune, accessible en permanence par tous les occupants du logement. Voilà pour l'équipement. Je vais passer à la suite. Parmi les catégories de logements, deux sont soumises à un régime spécifique. Donc les logements étudiants, donc, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc il y a une dérogation par rapport à la surface minimale uniquement. Donc il n'y a pas de dérogation par rapport au fait d'avoir des mezzanines qui diminueraient la hauteur sous plafond. Bon, la seule dérogation, c'est le nombre de mètres carrés, donc 12 mètres carrés pour un étudiant, 18 mètres carrés pour deux. Et alors la modification qui sera apportée en 2026, c'est par rapport au champ d'application de cette règle. Donc c'était parfois un peu difficile de savoir si on se trouvait dans le champ d'application de cette dérogation ou pas. Les étudiants, ils peuvent rester dans leur logement après leurs études. On a des étudiants qui ont repris des études sur le tard, arrêté, repris, et puis qui, à 38 ans, sont toujours dans un logement de 14 mètres carrés. Et donc pour nous, c'est assez difficile de savoir si on doit appliquer cette règle ou pas, et si c'est un défaut ou pas. Et donc pour réduire le champ d'application de cette règle, il faudra désormais, en plus, que ce soit dans le cadre d'un bail de logement étudiant. Donc la nature du contrat de bail sera importante. Alors ici, on se trouve devant un plan de logement collectif. Et là, il y a un problème de définition qui se pose régulièrement. C'est que lorsque vous avez une maison à côte et que vous avez, j'aurais pas dû dire à côte, mais une maison avec des chambres, vous avez 5 chambres et puis un séjour commun, une cuisine commune, 3 salles de bain communes, etc. Ce n'est pas l'immeuble entier qui constitue un logement collectif. On considère comme logement collectif chaque unité de logement qui est composée d'une partie privative et de parties communes.
Alors c'est important d'avoir vraiment bien ça en tête, qu'un contrat de bail, un ménage, un logement collectif. Parce que ça va avoir des implications sur tout le reste. Donc ici, vous avez un plan où en fait on représente ici la chambre de 10 mètres carrés environ, un séjour commun, une salle de bain commune et encore des espaces de stockage par exemple. Mais ici, pour calculer la surface minimale, on va prendre donc la surface de la chambre en entier, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui l'occupe. Et puis ensuite, on va diviser le séjour et les espaces communs au prorata du nombre d'occupants. Alors, les exigences spécifiques, on a adapté en fait le nombre d'utilisateurs de certains équipements. Donc, ici, vous voyez le régime qui s'applique encore aujourd'hui et puis le régime qui sera applicable à partir de 2026. Donc, ce sont des nombres c'est un nombre maximal d'utilisateurs. Donc ici, par exemple, pour l'évier de la cuisine, voilà, il n'y a que 8 personnes qui peuvent au maximum utiliser cet évier de cuisine, cette cuisine de façon générale. Vous voyez que pour les tables de cuisson, c'est la même chose, c'est aussi 8 personnes. Donc il faut retenir, voilà, 8 utilisateurs maximum pour une cuisine. Et alors pour la baignoire ou la douche et le WC, c'est 6 personnes maximum. Alors ici, vous avez le tableau avec l'occurrence des défauts qu'on constate. Donc, de façon générale, depuis 20 ans, plus ou moins, on constate que les défauts sont toujours les mêmes. Donc, les 5 premières catégories de défauts reviennent systématiquement, mais parfois dans un ordre différent. Donc, la sécurité électrique est vraiment le défaut qui arrive en tête. En tout cas, ça, ce sont les chiffres pour 2023. La sécurité des installations de gaz, puis on a groupé tout ce qui était éclairage naturel, ventilation et châssis, la stabilité et l'humidité. Alors, ce qu'on constate dans le temps, donc c'est assez peu d'évolution. Il y a quand même une évolution assez favorable par rapport aux installations de gaz, où il y a 20 ans, on trouvait quand même beaucoup plus d'installations de type B ou de type A qui sont beaucoup plus dangereuses parce qu'elles sont susceptibles d'induire des intoxications au monoxyde de carbone. Et donc ça, c'est une évolution qui est vraiment favorable. Et alors, vous voyez en ce qui concerne les normes de surface, par contre, là, il y a vraiment très peu de défauts. Donc, ça s'explique par le fait que les normes actuelles sont assez basses et aussi qu'on tient compte du nombre d'occupants au début du bail, comme je vous le disais. On va faire une petite pause ici, parce que c'était déjà beaucoup d'informations. Donc nous allons passer quelques slides. Donc vous voyez qu'on a mis des extraits de notre album photo, un exemple de mise en demeure, 2 exemples d'interdiction immédiate à la location pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de la situation et des cas auxquels on est confronté. Donc on a choisi 2 situations un peu parlantes avec des travaux qui nécessitent plus une mise en demeure et puis des logements qui doivent absolument être interdits à la location. Et donc maintenant, on enchaîne, on est au slide 71. Voilà, donc on va passer à quelques conseils pratiques pour les bailleurs et puis pour les locataires. Donc je fais la partie bailleur. Donc si vous recevez, enfin si un bailleur que vous accompagnez reçoit un courrier annonçant la visite du logement, normalement les explications figurent dans ce courrier, mais sachez que la présence du bailleur n'est pas obligatoire lors de la visite, mais qu'elle peut quand même être utile pour nous fournir des informations et des documents tels que les attestations de réception des installations électriques et de gaz. Donc voilà, on conseille généralement aux bailleurs d'être quand même présents. Sachez toutefois que les inspecteurs ne peuvent pas imposer la présence du bailleur lors de la visite et que si le locataire s'oppose à la présence du bailleur, nous ne pourrons rien faire si ce n'est vous dire d'attendre sur le trottoir.
Dès qu'on adresse un rapport au bailleur ou au locataire, c'est un constat technique et objectif, donc qui ne se fonde pas sur les dires de l'un ou de l'autre. Si on ne constate pas des signes d'infiltration, mais que le locataire nous dit qu'en cas de forte pluie, il y a de l'eau qui coule, nous n'allons pas nous baser sur cette affirmation-là. Et alors, on conseille très fortement au bailleur de lire notre rapport et de le lire le plus vite possible après l'avoir reçu, parce qu'il y a généralement beaucoup de planification à organiser à partir de la réception du rapport. Si, en tant que bailleur, ou parce que vous accompagnez un bailleur, vous êtes confronté à un courrier d'estimation d'amende administrative, là, il est fortement conseillé, et je dirais même que vous n'auriez pas vraiment le choix. Il faut mieux se présenter à l'audition, parce que si vous ne vous présentez pas à l'audition, l'amende est d'office confirmée. Cette audition, elle a pour but d'examiner le dossier sous tous ses angles, et donc de voir quelle est la relation locative, qu'est-ce qui a été fait dans le logement, comment il est entretenu par le bailleur, par le locataire. Donc c'est vraiment une discussion un peu tous azimuts, et donc Amandine et Paul, qui est dans la salle et qui mène aussi les auditions, auront à cœur d'orienter la discussion vers les éléments qui peuvent mener éventuellement à une diminution ou à une annulation de l'amende. Donc l'objectif n'est évidemment pas de coincer les bailleurs, mais d'essayer d'avoir la vérité si tant est qu'elle existe, et de voir en tout cas quelles sont les causes qui peuvent justifier l'état du logement. Alors, si vous êtes dans la situation où un logement a été interdit à la location, il faut introduire une demande d'attestation de contrôle de conformité. Et dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas introduire cette procédure au hasard, mais d'avoir vérifié, enfin en tout cas c'est ce qu'on demande au bailleur, de vérifier point par point l'interdiction à la location pour vérifier que tous les travaux ont été faits. C'est une perte de temps à la fois pour nous, pour vous, et c'est aussi potentiellement la perte des frais administratifs. Donc voilà, nous on préfère faire une visite une fois pour toutes et lever cette interdiction à la location, et même voir avant. Donc là, il n'y a aucun problème à téléphoner aux inspecteurs en charge du dossier pour avoir des explications techniques. Il vaut mieux introduire la demande d'attestation de contrôle quand tout est fait, quand tout est prêt. Pour ce faire, donc là, pour effectuer la vérification, donc il faut non seulement faire tous les travaux qui sont repris dans la mise en demeure ou dans l'interdiction à la location, mais il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres travaux qui soient nécessaires et d'autres défauts qui seraient apparus entre-temps. Et donc pour ce faire, les textes de base, c'est l'arrêté de 2003 sur les exigences élémentaires dont on a déjà parlé, remplacé par celui de novembre 2023. Et alors il existe toujours la grille officielle d'évaluation, mais qui n'est peut-être pas d'un abord très pratique, qui est aussi une espèce de checklist à suivre pour vérifier que le logement est conforme. Donc l'attestation de contrôle de conformité ne sera pas délivrée si tout n'est pas conforme et s'il n'y a pas des nouveaux... Enfin, il ne faut pas qu'il y ait des nouveaux défauts qui soient apparus entre-temps. Voilà, ici maintenant c'est plutôt destiné aux locataires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la direction de l'inspection régionale du logement n'intervient pas du tout dans la relation contractuelle entre locataires et bailleurs. Donc tout ce qui est conflit locatif ou autre, ça incombe évidemment au juge de paix. Comme disait Sophie, donc les inspecteurs, ils se contentent de venir voir les défauts et de dresser un constat objectif et unilatéral du logement sans tenir compte de l'éventuelle responsabilité de l'un ou de l'autre. Alors, pour le locataire, quand il rencontre des problèmes dans son logement, donc on lui conseille de d'abord contacter son bailleur en l'informant de manière précise de différents problèmes qu'il rencontre dans son logement, de l'importance des défauts, parce que parfois le bailleur n'est pas au courant, parfois il est au courant, mais parfois il n'est pas au courant qu'un problème est survenu. Donc, on lui conseille de le prévenir et de préférence par courrier recommandé. Ça, c'est plutôt pour se réserver une preuve d'envoi en cas de problème ultérieur. Ça peut être utile aussi pour le locataire de lui adresser un rappel s'il n'a pas de réponse et éventuellement de le menacer d'introduire une plainte auprès de notre direction. En général, ça fonctionne assez bien pour que les bailleurs réagissent. Parfois, rien que la menace d'une plainte auprès de chez nous fait déjà bouger les choses. Alors, lorsqu'un locataire
ou une association, un CPS, une commune introduit une plainte, c'est important pour nous de savoir pourquoi ils déposent une plainte, donc d'expliquer que ce soit pour des problèmes d'humidité, problèmes d'éclairage, enfin voilà, qu'on ait une idée de ce qui se passe, et de joindre les annexes qui pourraient être utiles. Nous, à l'heure actuelle, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que le contrat de bail est toujours en cours au moment de la plainte, au moment de la visite, donc qu'ils puissent envoyer éventuellement une copie du contrat de bail ou alors une preuve de paiement de loyer, des éventuels rapports d'expertise qui ont déjà eu lieu, les procédures en justice en cours ou autres. Alors c'est important pour nous aussi d'avoir l'ensemble des coordonnées, en ce compris un numéro de téléphone, parce qu'on doit pouvoir le contacter ultérieurement s'il y a des questions, ainsi que les coordonnées complètes du bailleur, parce qu'évidemment, nous, on doit pouvoir également le contacter, ne fût-ce que pour écrire les courriers. Donc on doit savoir avec précision qui est le bailleur du logement, puisqu'on a cette obligation de prévenir le bailleur d'une visite. On a également besoin de connaître la localisation précise du logement, donc si ça se trouve à gauche, à droite, à quel étage, le numéro de boîte, etc. Et donc, comme déjà dit, le locataire, il doit avoir la qualité de locataire au moment de l'introduction de la plainte pour que la plainte soit recevable, mais également au moment de la visite pour qu'on puisse effectuer cette visite. Alors, ce qui est très important aussi à savoir, c'est que le fait pour les locataires d'introduire une plainte n'a pas forcément comme conclusion qu'ils vont obtenir des points de priorité pour un logement social. Ce n'est que dans les cas d'interdiction de mise en location qu'ils auront 5 titres de priorité, mais pas dans les cas de mise en demeure. Et c'est vrai que parfois, le fait d'introduire une plainte, ça dégrade les relations entre bailleurs et locataires, mais donc en aucun cas, ça ne permet de s'assurer d'obtenir des titres de priorité. Alors évidemment, on a depuis tout récemment des nouveaux dépliants qu'on pourra vous communiquer également si vous le souhaitez, qui reprennent un petit peu toutes les informations importantes par rapport à l'introduction d'une plainte, par rapport aux missions de notre service, etc. Et alors, pour introduire une plainte ou une demande d'attestation de contrôle de conformité, donc il y a plusieurs possibilités. Souvent, donc, ce qui est le plus simple, c'est le formulaire en ligne, donc sur le site web de logement.brussels. Ça peut également être par mail, par courrier, ou alors au kiosque en bas de cette tour. Donc voilà. Et alors, nous faisons également des permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9 h à midi. Le numéro de téléphone est indiqué ici. Voilà. Alors maintenant, dans cette partie-ci, je vais vous proposer de rentrer un peu dans les coulisses de l'inspection et de mettre en évidence le travail de 2 cellules. Alors d'une part, il y a la cellule recherche. Donc il faut savoir que depuis sa création, l'inspection était composée en partie d'inspecteurs et d'architectes qui avaient tous le même travail. À partir de 2020, on a décidé de spécialiser 2 inspecteurs dans la recherche de dossiers d'initiative et d'autres missions. Donc il y a 3 axes principaux qui sont dédiés au travail de ces inspecteurs. C'est d'une part le suivi des interdictions de mise en location. Donc là, il y a des courriers qui sont envoyés aux bailleurs qui ont reçu une interdiction. Donc on part des interdictions les plus anciennes et on remonte jusqu'à aujourd'hui. Bon, on n'envoie pas les courriers pour des interdictions récentes d'il y a 2 ou 3 ans, parce que là, on estime que les personnes sont peut-être encore dans une procédure de permis d'urbanisme, dans un chantier, et que ce n'est pas encore utile. Mais en tout cas, pour des interdictions anciennes, on a encore des interdictions de 2005-2006, il faut absolument qu'on sache si la situation a évolué, parce que bien souvent, il y a une remise en location. Donc on envoie ces courriers aux bailleurs, un premier courrier gentil pour les inviter, pour les informer, parce qu'il y a aussi des biens qui ont été vendus, donc on informe les nouveaux acquéreurs. On leur indique quelle est la procédure à suivre pour demander une attestation de contrôle de conformité. Et alors on les informe aussi qu'à défaut de réaction de leur part, on est susceptible de créer un dossier d'initiative et de venir visiter leur logement, ce qui mènera peut-être à des amendes.
Donc ça, c'est le premier volet de suivi des interdictions. On constate qu'il y a quand même à peu près la moitié des bailleurs qui réagissent au courrier gentil que nous leur envoyons. Et donc, il y a quand même, enfin, vous avez vu les statistiques tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes d'attestation de contrôle qui découlent de ces courriers. Alors, par ailleurs, la cellule recherche, donc c'est 2 inspecteurs, mais c'est aussi un architecte et un assistant administratif. La cellule recherche s'occupe de collecter les informations et d'ouvrir les dossiers d'initiative. Donc ça se faisait, ça s'est toujours fait, de faire des visites d'initiative, mais auparavant, les informations étaient récoltées de façon peut-être moins structurée. Et donc ici, tout signalement qui vient d'un agent de quartier, d'un agent communal, d'une AIPL, est stocké, les rapports éventuels qu'on pourrait recevoir sont encodés et ça nous permet de cibler quels sont les logements qui nécessitent le plus d'ouvrir des dossiers d'initiative. Ça peut aussi être des signalements internes à la DIR, donc c'est parfois en audition qu'on se rend compte qu'on est face à un bailleur très récalcitrant et que, voilà, que ce bailleur-là risque de ne pas comprendre facilement le message et donc qu'il faudra faire d'autres visites d'initiative pour espérer un changement de comportement de sa part. Mais ça peut aussi être les inspecteurs qui reviennent d'une visite, qui voient que la situation est dramatique, qui voient que c'est le cas dans d'autres étages et qui demandent alors à ouvrir des dossiers d'initiative. On ne peut évidemment pas le faire pour toutes les situations possibles, donc on essaie vraiment de cibler notre action sur les dossiers les plus problématiques. Et alors, par ailleurs, la cellule recherche entretient aussi les relations internes et externes avec les acteurs du logement en région de Bruxelles-Capitale. Donc là, il y a un réseau de partenariat qui s'est établi avec les services communaux, les CPAS, les AIPL, les référents communaux du logement, etc. Voilà, donc ici, oui, je vais peut-être pas revenir, voilà. Ici, je viens d'en parler, c'est quelles sont les modalités de notre réactivation des interdictions à la location. Et les relations internes et externes. Alors, peut-être encore juste signaler que nous participons à des plateformes communales du logement. Donc, c'est la plateforme Logement à Schaerbeek. Il y a aussi le comité technique à Bruxelles-Ville et à Ixelles. Donc voilà, la DIR les représenter dans ces assemblées, enfin ces petites assemblées, qui ont pour but de cibler justement les immeubles qui nécessitent une intervention des pouvoirs publics. Alors en ce qui concerne les associations aussi, donc nous menons depuis le début de cette année-ci une tournée des AIPL qui ont une action dans le domaine soit de l'assistance aux locataires vulnérables, soit dans le domaine de l'accompagnement des bailleurs vers une rénovation. Et donc dans ce cadre-là, donc on organise des rencontres bilatérales. Et donc si vous êtes partenaire d'une AIPL et que ça vous intéresse de nous accueillir, nous viendrons volontiers avec Amandine, avec Céline qui est dans la salle et qui aurait dû se manifester à cet instant précis. Voilà. Avec une seconde de retard. Donc n'hésitez pas aussi à interpeller Céline dans ce cadre-là. Alors la particularité de la DIR aussi depuis sa création, c'est de disposer d'une cellule sociale. Donc nous travaillons ensemble, main dans la main, aussi bien les personnes chargées du contrôle et de la sanction que les personnes qui sont chargées d'accompagner les locataires. Et pour nous, c'est aussi un enrichissement d'avoir un autre angle de vue qui est posé sur notre travail. Alors, que se passe-t-il dès qu'une interdiction à la location est prononcée, et uniquement dans le cas d'une interdiction à la location? C'est que les inspecteurs réalisent ce qu'on appelle un transmis social. Donc, ils vont noter toute une série d'informations sur la situation du bien et la situation du ménage locataire. Et ce transmis social va être transmis à la cellule sociale pour qu'une assistante sociale soit désignée. Cette assistante sociale, elle va établir un premier contact avec les locataires, généralement dans leur logement, parce que c'est important d'aller dans le logement qui est interdit à la location pour se rendre compte des conditions de vie, de la taille du ménage. Donc il y a tout un, je ne dirais pas un interrogatoire, mais en tout cas il y a un entretien qui est réalisé pour voir quelle est la situation du ménage locataire. Voilà. Par rapport à d'éventuelles personnes handicapées dans le ménage, par rapport aux revenus, aux enfants, à leur scolarité, etc.
Alors, lorsqu'on est dans le cas d'une interdiction immédiate, là, le suivi social est plus intense dans le sens où il est plus rapide, donc l'assistante sociale est désignée beaucoup plus tôt. Et là, il y a vraiment des démarches beaucoup plus actives pour chercher un nouveau logement. Pour les interdictions après revisite, c'est parfois plus compliqué parce que la charge de travail des assistantes sociales ne permet pas toujours de prendre tous ces dossiers en charge directement. Et donc, dans ce cas-là, à tout le moins, une personne de contact est désignée et ses coordonnées sont transmises au locataire. Et les titres de priorité pour un logement social sont attribués. Donc, en tout cas, il y a une aide minimale qui est apportée dans tous les cas. Les assistantes sociales, ensuite, après le premier contact chez le ménage locataire, elles vont proposer toute une série de rendez-vous qui se déroulent généralement ici à la Tour et au cours desquels voilà, la situation sociale va être examinée. On va proposer une série d'aides, informer de la situation, et alors va s'entamer une recherche locative. Donc, nous n'avons pas de stock de logements à proposer. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est mettre à disposition des moyens pour que cette recherche soit réalisée donc, sur Internet et avec un téléphone. Donc nous aidons aussi, nos assistantes sociales aident pour la constitution d'une garantie locative. S'il y a besoin d'orienter les usagers vers d'autres services, c'est le cas aussi. Donc par exemple de la médiation de dette, ou bien s'il y a des problèmes d'assuétude, enfin voilà. Et voilà, il y a une information en tout cas générale qui est donnée. Une fois que le nouveau logement est trouvé, donc c'est un processus de relogement qui peut être assez long. Donc parfois, ça prend jusqu'à 1 an, parfois plus, pour que les locataires retrouvent un nouveau logement. Pendant ce temps-là, soit ils restent dans l'ancien logement, soit ils sont hébergés par des amis, par de la famille. Il arrive aussi que ces personnes soient hébergées en logement de transit, puisque nous avons maintenant 5 logements de transit. Mais le plus souvent, la personne reste dans son logement. Et c'est seulement une fois qu'elle a trouvé un nouveau logement que l'assistance sociale va aller voir le nouveau logement et vérifier s'il est conforme. Donc nous, notre objectif, c'est évidemment que les locataires retrouvent un nouveau logement, mais un nouveau logement conforme si possible. Et donc pour bénéficier de l'aide financière que nous accordons, en tout cas, ce nouveau logement doit être conforme. Donc actuellement, il y a une allocation loyer et déménagement qui est accordée par notre direction et qui est d'une durée de 36 mois, mais donc elle est en voie d'extinction, et donc ce sera l'allocation de relogement qui sera l'allocation de relogement plus large qui va l'englober. Voilà, maintenant je vais vous citer brièvement les différentes modifications du code qui ont lieu et qui seront en vigueur à partir du 1er novembre 2024, donc c'est très bientôt. Donc à l'article 4 du code, comme j'avais déjà dit, le terme stabilité est remplacé par le terme état constructif qui correspond plus à la réalité. Et alors certaines exigences ont été rajoutées, comme on l'a vu, donc la production d'eau chaude, donc où il faudra un équipement complet, et alors les châssis aussi. Donc c'est pour que ce soit conforme que l'arrêt des normes soit conforme au code. Alors, au niveau de l'article 5 qui avait été abrogé en 2013, il est réinstauré sous une forme un petit peu différente, mais donc le champ de compétences de notre service va être élargi. Donc, on pourra intervenir pour les logements qui sont mis en location, mais également les logements qui sont proposés à la location ou les logements qui sont donnés en occupation. Ça veut dire aussi que maintenant, pour que la plainte soit recevable ou la visite soit valable, il ne faudra plus nécessairement que le contrat de bail soit toujours en cours à ce moment-là, notamment. Alors, donc l'article 7, ce sont un peu tous les rappels de ce qu'on a déjà dit tout à l'heure aussi. Hein. Donc, dans 5 situations, la DIRL pourra intervenir. Donc, ce sera soit pour demander une attestation de contrôle de conformité. Donc, quand il y a un logement interdit, pour qu'un bailleur puisse le remettre en location, il faut une attestation de contrôle de conformité. Il y a un petit ajout qui a été fait si donc la plainte est introduite. Donc ça, c'est dans le cadre du champ de compétences élargi. Donc même si le bail a pris fin, donc une personne pourra encore déposer plainte.
Pour l'initiative, on calque ça comme ce que la plainte prévoit. Donc, même si le bien n'est pas encore ou plus occupé, ou même si le bail a pris fin, on pourra également faire des visites d'initiative. Alors, ce qui est nouveau, comme on l'a déjà dit, c'est qu'un propriétaire pourra demander dans certaines conditions, il faut que le logement soit vide, notamment, il pourra demander un certificat de conformité pour s'assurer que son logement répond aux normes et qu'il peut le proposer à la location. Et également à la suite d'une décision de résolution judiciaire pour non-respect des exigences élémentaires que le greffe de la justice de paix nous communiquera. Alors, ce qui est également nouveau, c'est que le bailleur est obligé de collaborer avec nous afin que la visite se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et si, après deux défauts de collaboration, il ne collabore pas, une décision d'interdiction sera prise. Ce qui est également nouveau et assez important, c'est le locataire qui dépose plainte sera protégé contre d'éventuelles mesures de rétorsion. Donc, ce qui signifie que quand un locataire dépose plainte, le bailleur ne pourra plus mettre fin au bail en attendant de recevoir la décision, enfin, en attendant que le fonctionnaire dirigeant ait pris la décision par rapport au logement et que le logement ait été déclaré conforme. À ce moment-là, si un préavis a été envoyé, ça pourra prendre ses effets. Ce qui est également nouveau, c'est qu'un nouveau contrat de bail ne peut pas être conclu entre la mise en demeure et la visite de nos inspecteurs. Donc ça veut dire que si un contrat de bail a pris fin après une mise en demeure, on ne peut pas conclure un nouveau contrat de bail avant le passage de nos inspecteurs 12 mois après. Voilà. Alors oui, ça c'était plus, c'est ce qu'on fait déjà à l'heure actuelle, mais on l'a précisé parce que ce n'était pas toujours très clair. C'est que chaque logement tel qu'il est configuré au moment de la demande d'attestation de contrôle de conformité doit faire l'objet d'une demande d'attestation de contrôle de conformité. Donc par exemple, si il y a un logement sur un duplex qui est devenu 2 logements, il faut faire une demande pour chaque étage, pour chaque nouveau logement. Pareil, si c'était 3 logements interdits qui sont devenus une maison, ben c'est alors seulement une demande d'attestation de contrôle de conformité qu'il faudra demander. Donc c'est vraiment pour chaque logement actuel au moment de la demande. Et alors ce qui est également nouveau, c'est que notre service pourra de sa propre initiative lever certaines interdictions parce qu'on constatait qu'il y avait certains problèmes. Par exemple, une cave qui avait retrouvé sa fonction initiale de cave, donc tout avait été démonté, etc. L'interdiction subsistait, ce qui pouvait parfois poser certains problèmes, parce qu'on ne pouvait pas déclarer conforme puisque ce n'était plus du logement. Mais donc, dans certains cas bien délimités par le code, la DIRL pourra lever des interdictions. Alors, au niveau des amendes administratives, donc une nouveauté aussi, c'est que s'il y a eu un contrat de bail principal et un contrat de bail de sous-location, on pourra infliger des amendes à la fois au bailleur principal, à la fois au locataire principal qui a sous-loué le bien. En cas de mise en demeure, on pourra suspendre tout ou partie de l'amende administrative. À l'heure actuelle, pour le moment, on peut suspendre que la moitié de l'amende administrative. Mais ici, donc, la DIRL pourra décider si suspend tout ou une partie, et si une partie, quelle partie. Et alors, également un ajout en cas de plan d'appurement, ce sera désormais un minimum de 50 € par mois que le bailleur devra rembourser. Alors, ce qui est nouveau également, c'est que la commune pourra récupérer auprès du bailleur ou alors de la personne qui a mis le logement à disposition les frais de relogement qu'il aura exposés. Et alors l'article 12.2 qui est nouveau, consacre la possibilité de demander un certificat de conformité sous certaines conditions. Voilà. Alors, la DIRL a une nouvelle compétence aussi à partir du 1er novembre 2024. Donc, on pourra infliger une amende administrative lorsque le bailleur ne remplit pas son obligation générale d'information précontractuelle. Donc, avant, c'était les communes qui avaient cette compétence et donc ça passe à la région et c'est la DIRL qui pourra infliger ces amendes. Et alors, l'article 219, donc, qui concerne l'état du bien, donc, qui précise que donc, ce sera pour les logements loués, mais également les logements proposés à la location et les logements occupés. Donc, ça concerne toujours l'élargissement du champ de compétences de la DIRL. Voilà.
Voilà, vous avez donc à la fin du syllabus, vous avez donc les coordonnées. Et alors, vous avez aussi les responsables des différentes cellules. Donc, ce qui vous permet aussi de reprendre contact si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Voilà, la présentation s'achève ici. Je vous remercie pour votre attention.